ma présentation? Oui, on la voit. Donc, on va voir les lésions dégénératives de la conjonctive. Alors, la conjonctive est exposée aux agressions du milieu extérieur, soleil, vent, poussière, froid. Donc, les lésions dégénératives sont des pathologies multifactorielles qui sont souvent liées au climat et à l'activité du patient, mais aussi à la faculté de protection de l'œil. Donc, c'est les patients qui vivent dans les pays les plus chauds qui sont les plus exposés. Et ces lésions dégénératives sont tout simplement représentées par le périgion et le pinguiculaire. Donc, le périgion, c'est une lésion fibrovasculaire, conjonctivale, bénigne, relativement fréquente, du moins dans notre pays, empiétant progressivement sur la cornée. Donc, le périgion est caractérisé par une évolution lente, dirigée vers le centre de la cornée. Dans certains pays, elle peut représenter un problème de santé publique. En Tunisie, le Sud, il y a un nombre, donc la pathologie est très fréquente et peut poser justement des problèmes de prise en charge. Alors, la prévalence est extrêmement variable d'une région à l'autre, mais ce qui est sûr, c'est le rôle des ultraviolets, que ce soit dans les pays très ensoleillés, mais aussi dans les pays où il y a beaucoup de neige, du fait de la réflexion des rayons ultraviolets par la neige. Donc, il y a une exposition très importante. Mais d'autres facteurs interviennent également, notamment le sexe masculin, le milieu rural, certaines professions à risque, où les patients sont exposés à des conditions climatiques qui favorisent la survenue du périgion, à savoir les agriculteurs, les soudeurs ou les marins, un environnement sec et chaud, la poussière, et tous les processus responsables d'une irritation chronique de la surface oculaire. Donc, à chaque fois qu'il y a une irritation chronique, il peut apparaître un périgion. Alors, la physiopathologie est incomplètement élucidée, c'est une affection multifactorielle, mais le rôle des ultraviolets est un rôle majeur et parfaitement aligné. Alors, pourquoi est-ce que le périgion apparaît dans la très grande majorité des cas en nasal? En fait, c'est dû à ce qu'on appelle l'effet Coroneo, du nom de celui qui a décrit cet effet. En fait, quand il y a les rayons ultraviolets qui vont arriver en temporal, ils vont être donc réfléchis au niveau nasal. Et on va avoir un rayonnement nasal qui peut être 20 fois plus important que le rayonnement qui survient au niveau temporal. Donc, l'inverse est très rare, puisqu'il y a la racine du nez qui protège contre le rayonnement. Donc, c'est pour cela que le périgion se trouve surtout en localisation nasale et très rarement temporale. Donc, les rayons ultraviolets vont entraîner un stress oxydatif au niveau cellulaire, vont être responsables, donc le qui dit stress oxydatif dit sécrétion de radicaux libres, protoxyde d'azote, qui va entraîner des dommages de l'ADN au niveau des cellules épithéliales limbiques et des cellules fibroblastiques. Ces cellules épithéliales altérées vont donc migrer le long des membranes basales des limbes, de la cornée et de la conjonctive. Elles vont aussi sécréter des métalloprotéinases qui peuvent détruire la couche de Bowman et associer à des phénomènes de fibrose, de métaplasie, d'angiogénèse, d'afflux de cellules inflammatoires. Tout ceci va être responsable de cette hyperplasie qui caractérise le périgion. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi d'autres facteurs qui favorisent l'apparition du périgion en dehors de l'exposition ultraviolet, notamment l'hérédité. Certaines formes dominantes ont été rapportées ou le polymorphisme de certains gènes. Le rôle viral a été également proposé du HPV ou de simplex virus, mais aussi rôle du plexus nerveux. En effet, les ultraviolets, par le biais d'un neuropeptide qui est la substance P, peuvent entraîner un chimiotaxisme des cellules immunitaires qui va augmenter la production des cytokines et la migration des fibroblastes. Alors, sur le plan clinique, les signes fonctionnels peuvent être dominés par un gène esthétique, mais aussi une irritation oculaire avec sensation de sécheresse oculaire, sensation de pores étrangers,
Et le patient peut consulter pour une baisse de l'acuité visuelle progressive. Et à la lampe passante, on peut avoir ce qu'on appelle des îlots de Fuchs, qui sont des îlots grisâtres sous-épithéliaux en avant de la tête du pterygion. Et on peut aussi ce qu'on appelle la ligne de Stoker. Comme on voit sur la topographie, donc qui va montrer un aplatissement nasal localisé entre la tête du pterygion et l'apex cornéen, avec normalité de les méridiens temporales opposés. Alors, en fait, cet astigmatisme n'est pas dû à une traction exercée par le pterygion, mais plutôt à la constitution d'un lac lacrymal à cet endroit. D'ailleurs, on peut avoir une différence significative de l'astigmatisme cornéen avant et après tamponnement des larmes. Alors, les autres dégénérescences, pathologies dégénératives, je vous les présenter dans le cadre du diagnostic différentiel, puisqu'elles posent moins de problèmes thérapeutiques que le pterygion, notamment le panguicula, qui est une lésion dégénérative, conjonctivale, jaunâtre, adjacente aux limbes nasales ou temporales, mais qui n'envahit pas la cornée. Elle a la même origine physiopathologique que le pterygion, et certaines panguiculas peuvent évoluer vers un authentique pterygion. Les ptérygorides correspondent à des proliférations fibroconjonctivales d'aspect proche, mais présentant toujours une cause évidente, soit une kératoconjonctivite atopique sévère ou une brûlure oculaire séquelaire. Et la localisation peut se faire sur toute la périphérie du limbe. D'autres diagnostics différentiels importants avec le pterygion correspondent aux tumeurs conjonctivales et limbiques, il peut s'agir de papillomes, de lymphomes, de névus, de mélanome ou de carcinome épidermoïde du limbe, ou de kystes dermoïdes ou épidermoïdes qui peuvent se localiser en région supérotemporale, près du rebord orbitaire, et peuvent s'étendre vers la conjonctive et dans l'orbite. Et la localisation limbique est classique. Donc, parfois, la présentation clinique du pterygion est typique. Il n'y a pas lieu de poser des diagnostics différentiels, mais quand la localisation donc de la lésion ou bien l'aspect clinique est suspect, il ne faut pas hésiter donc à évoquer les autres diagnostics différentiels. Alors, le traitement préventif doit correspondre au premier traitement qui va reposer sur la protection contre les ultraviolets et bloquer les rayonnements à l'origine de l'effet coronéo. Des lunettes simples ne peuvent ne pas être suffisantes. Il faut des branches de lunettes larges, pour un foulard ou un chapeau, du moins pour les gens qui sont très exposés aux ultraviolets ou de par leur résidence dans un pays chaud ou de par leur profession. Le traitement curatif repose sur l'exercice chirurgical. Donc, c'est une anesthésie locale. On utilisera la lidocaïne non adrénalinée par voie sous-conjonctivale. L'excision doit être complète sur une zone de 4 à 6 mm en arrière du limbe pour éviter les rétractions secondaires. Et l'objectif du traitement, c'est d'obtenir une surface parfaitement lisse et régulière après une hémostase soigneuse et de choisir une technique qui donne le minimum de récidive. Alors, quelles sont les indications opératoires? Soit devant une gêne esthétique, parfois c'est le patient qui réclame de se faire opérer. Sinon, lorsqu'il existe une baisse de l'acuité visuelle secondaire à un astigmatisme ou à un envahissement de l'axe optique, à ce moment-là, l'indication opératoire est indiscutable.
en cas de diplopie ou d'inflammation locale récidivante. On dispose de 4 techniques. Les 2 premières, qui sont l'excision pure avec mise à nu de la sclère ou bien fermeture, donc suture conjonctivale simple, sont de moins en moins pratiquées puisqu'elles exposent un risque de récidive important. Sinon, la technique de référence reste l'excision associée à des techniques de greffe de la surface oculaire, ou bien on peut aussi utiliser des traitements antimitotiques. Donc, les traitements antimitotiques reposent sur la mitomycine C et le 5-fluorouracil, qui sont utilisés dans la chirurgie du glaucome, mais qui sont aussi utilisés pour la chirurgie du ptérygion. Le but, c'est d'inhiber les fibroblastes de la capsule de tenant. La mitomycine C, donc il faut savoir que son application doit être très prudente et pour avoir vraiment donc, il faut faire un rinçage très important après l'application et l'application se fait en péropératoire. Le 5-fluorouracil est moins toxique et présente l'avantage par rapport à la mitomycine C que l'injection est possible en post-opératoire par voie sous-conjonctivale. Donc, il peut être injecté aussi bien en péropératoire qu'en post-opératoire. Alors, la technique de référence, et qui est la plus souvent pratiquée par tout le monde, c'est l'excision du ptérygion associée aux techniques de greffe de la surface oculaire, qu'il s'agisse d'autogreffe conjonctivale, d'autogreffe lingo-conjonctivale ou de greffe de membrane amniotique. Donc, l'autogreffe conjonctivale, c'est la technique préférentielle pour le ptérygion primaire qui n'a pas récidivé. Donc, on va avoir une exérèse du ptérygion dans sa partie cornéenne et conjonctivale. Et au niveau de la partie conjonctivale, il faut respecter la gaine du muscle droit. Ensuite, on va exciser également la capsule de tenant sous-jacente au ptérygion, car l'excision, donc plusieurs études ont démontré que l'excision diminue le risque de récidive. Il faut bien cautériser, faire une bonne hémostase. Ensuite, repérage des dimensions de la zone dénudée afin de prélever un autogreffant conjonctival de taille identique qui va se faire au niveau de la conjonctive supérieure, supérotemporale, qui va être cachée par la paupière, du même œil. Et en fait, il faut donc ne pas greffer de tenant. Donc, il faut à la fois enlever la tenant au niveau du lit donc opéré, mais aussi laisser la capsule de tenant au niveau du greffant pour favoriser la réépithélialisation. Ensuite, donc, on va poser le greffant face épithéliale contre la cornée, puis le transférer et le suturer au niveau du lit opératoire, soit avec des sutures ou certains utilisent une colle biologique. Alors, l'autogreffe, voire allogreffe lingo-conjonctivale, a pour avantage d'apporter des cellules souches limbiques qui vont favoriser donc, la réépithélialisation et dont le but est de diminuer les récidives. Donc, excision du ptérygion par la technique classique. Et en fait, il faut donc suivre donc, ce qu'on va enlever. Donc, on va essayer d'avoir la même dimension. Donc, on va exciser le ptérygion et faire un prélèvement d'un fragment de lymphe de 5 mm de long par dissection laminaire et un fragment de conjonctive avoisinante. Donc, et c'est pour ça qu'on va étendre l'excision du ptérygion pour avoir la même dimension que le greffon. Et au niveau de la cornée, on va suturer au monofil 10-0, alors qu'on va utiliser des fils résorbables de dicril 7-0 sur la conjonctive. La greffe de membrane amniotique réduit le risque de récidive et permet de diminuer la cicatrisation de la fibrose associée et présente des avantages de préserver la conjonctive supérieure, surtout chez les patients glaucomateux qui peuvent subir par la suite une chirurgie filtrante. Donc, le risque de récidive, c'est la principale complication de la chirurgie du ptérygion. Le risque est de 97% au cours de la première année. Et il diffère selon la technique employée. Comme on l'a dit, l'excision simple ou fermeture bord à bord de la conjonctive sont associées à un taux élevé de récidive et sont pratiquement délaissées. L'excision et autogreffe conjonctivale présentent le taux le moins important de récidive,
pour le périgion primaire. L'autogreffe limbo-conjonctivale présente les mêmes taux que l'excision autogreffe conjonctivale pour le périgion primaire et a un avantage en cas de récidive. Et la greffe de membrane amniotique présente de bons résultats esthétiques, mais le risque de récidive reste plus important qu'en cas d'autogreffe. Donc, en conclusion, le périgion est une pathologie conjonctivale bénigne relativement fréquente, mais qui peut être invalidante. L'exposition au rayonnement ultraviolet constitue le principal facteur de risque et l'excision suivie d'autogreffe conjonctivale constitue le traitement de référence. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Bouledi.